Super. Hello. Hello Francis. Alors 14h30, on va démarrer dans quelques secondes. Désolé, j'ai mis un peu de temps à me connecter. Donc je suis ici avec Gessaline de Positive Planet. Bonjour tout le monde. Bonjour Khadija. Bonjour et bienvenue. Alors, vous êtes un peu plus d'une centaine à être connectés. Ce que je vous propose, désolé, c'est de ma faute, hein, j'ai perdu quelques précieuses minutes, mais on se donne encore peut-être 2 minutes en attendant que les autres participants se connectent. Et puis, on va pouvoir démarrer. Je vois, comme vous nous répondez, que vous nous entendez plutôt bien. Est-ce que je peux l'affirmer? Yes. Positif, génial. Bon, super. Super. Avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, peut-être quelques éléments voilà, d'organisation de cette webconférence. Voilà, nous organisons cette webconférence dans le cadre d'une campagne nationale voilà, de l'ADI. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir voilà, nos collègues de Positive Planet qui vont vous présenter donc, les 4 étapes clés du parcours de créateur. En gros, la webconférence, on est sur un format d'à peu près 45 minutes avec environ une trentaine de minutes voilà, où on va vous présenter les différents éléments de cette thématique. Et puis, on se dit qu'à la fin, on se garde une quinzaine de minutes pour les questions-réponses. Voilà, on va essayer de tenir dans ce format-là, sachant que lorsqu'il y a pardon, Christophe, juste par le chat. Sinon, il y a 120 participants, ça risque d'être un peu compliqué à gérer. Voilà, donc on va essayer de tenir ce format-là, sachant qu'avec 120 participants, ça peut un peu déborder, mais bon, c'est pas très grave. Patrick, est-ce qu'il y aura une attestation? Alors, quel type d'attestation, Patrick? Bonjour Audrey. Alors, une attestation de la conférence, c'est une attestation pour Pôle emploi, par exemple. Alors, la preuve, moi, que je peux vous fournir, Patrick, ou pardon, Gaël, c'est que cette conférence est enregistrée, donc éventuellement, vous envoyez l'enregistrement, ça pourrait faire une preuve, parce qu'il y a votre nom qui apparaît sur le chat. Ceci étant, on n'a jamais délivré d'attestation voilà, pour la conférence. Donc non, la conférence, cette webconférence, ne permet pas de délivrer d'attestation, mis à part le fait que je vous envoie un mail par la suite avec le support en format PDF et également l'enregistrement. Voilà. Et donc, est-ce que ceci peut être suffisant dans le cadre de Pôle emploi? Je ne sais pas. Mais je vous communiquerai tout ça avec notamment d'autres informations aussi concernant Positive Planet. Voilà. Écoutez, parfait. Sans plus attendre, moi, ce que je vous propose, c'est de démarrer cette webconférence 14h34. Et je passe la main à Gessaline. Merci, Jean-Michel. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Tout d'abord, je vais vous demander d'être indulgents avec moi. C'est la première fois que je réalise cet exercice. Et pendant les 30 minutes qui viennent, je vais essayer de vous présenter les 4 étapes qui me semblent clés dans le parcours d'une création d'entreprise ou d'une création d'activité plus largement. Hein. Donc, je suis Gessaline Rouzic, j'appartiens à Positive Planet Paris 18, comme son nom l'indique, dans le 18e. Comment on fait pour avancer la slide? D'accord, merci. Non, je pense qu'il faut... D'accord. Donc, comme vous voyez, j'apprends. Donc, créer son entreprise, il y a environ 15 millions de Français qui y pensent de façon récurrente.
Il y a en moyenne 550 000 personnes qui passent à l'acte chaque année. Par contre, 5 ans après, il y a environ la moitié, et ça c'est une statistique optimiste, environ la moitié des entreprises qui seront existantes. Optimiste pourquoi? Parce qu'elles tiennent compte des entreprises individuelles au régime micro-entrepreneur qui sont toujours inscrites, mais qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires. Or, quand une entreprise ne réalise pas de chiffre d'affaires, forcément, on ne peut pas dire qu'elle est vivante, qu'elle est active. Donc, je dirais qu'à 5 ans, on est plutôt au tiers, on va être autour de 33% d'entreprises survivantes. Donc, pour essayer de maximiser ces chances de pérennisation, eh bien, il y a un modèle qui existe depuis une quarantaine d'années que tous les opérateurs d'accompagnement utilisent et qu'ils suivent parce qu'il a fait ses preuves, qui est un parcours de création d'entreprise qu'on peut scinder en quatre grandes parties. La première partie qui est une partie idéation. Donc un jour, peu importe comment cela vous est arrivé, mais vous avez l'idée de créer votre propre entreprise et cette idée fait son chemin dans votre tête. Vous commencez à y ajouter ce que vous êtes. Et puis ce que vous voyez dans l'avenir. Et ce projet prend un petit peu forme. Par exemple, je suis ouvrier, mécanicien et j'ai envie d'ouvrir mon propre garage, mais je le vois plutôt accouplé à une concession. Et puis je voudrais plutôt travailler sur le type de voiture haut de gamme plutôt que voilà. Tout ça, c'est l'idéation. Et puis vous le faites aussi en fonction de ce que vous vivez, de votre situation familiale, de votre parcours professionnel. Donc tout ça va vous permettre de poser certaines choses. Ensuite, vous avez tout ce qui va être étude d'environnement. Donc là maintenant, vous avez plutôt une idée du projet et vous allez le confronter à la réalité. Ce qui va être l'étude de marché, qui est un bien grand mot, moi que j'appelle plutôt une étude d'environnement, dans lequel le projet va s'inscrire. Ça peut être quelque chose de local, quelque chose de régional, départemental, national, international. Après, ça dépend bien évidemment de la dimension qu'on a visualisée pour ce projet. Et puis, cette traduction de confrontation avec l'environnement de cette confrontation va découler un business model, un modèle économique avec un positionnement. Donc là, on est sur la deuxième partie. Quand ce travail est fait, on est plutôt bien avancé. On a même peut-être déjà des projections de chiffre d'affaires et on passe à la partie financière et études financières de l'entreprise. Avec tout ce qui va en découler, c'est-à-dire que le financier se travaille toujours avec les aspects juridiques et les aspects juridiques induisent des options sociales et fiscales. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se préoccupe de tous ces aspects, on ne se met pas martel en tête avant. Et quand ceci est posé, normalement, on a validé un business plan financier et un business plan narratif. Et ceci, on va aller le confronter aux financeurs, on va faire sa recherche de financement si on en a besoin. Et puis, on va passer dans l'ordre ou dans le désordre à l'installation, l'immatriculation, l'installation. Voilà. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, on va essayer de voir par quelles étapes, assez rapidement, on n'a que 30 minutes, on peut passer en ce qui concerne l'idéation, de l'idéation au projet. Alors, on a plein de choses qu'on peut faire tout de suite. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on prenne ces feuilles blanches, qu'on les coupe en deux. Oui, non, vrai, faux, je veux pas, je sais, je ne sais pas, je peux, je ne peux pas. Et on pose tout ça. Donc, ce que je veux devenir, ce que je veux transmettre, par exemple, où j'en suis au niveau professionnel, est-ce que j'ai une expérience professionnelle, est-ce que j'ai des diplômes, est-ce que j'ai un réseau professionnel, où est-ce que j'en suis dans ma vie familiale, est-ce que je suis célibataire sans contrainte, est-ce que je suis mariée, est-ce que j'ai des enfants, est-ce que je suis un homme, une femme, et comment pèsent ces contraintes.
Qu'est-ce qui m'amène à songer à la création d'entreprise? Est-ce que c'est un désir de liberté? Est-ce que c'est un désir d'indépendance? Et qu'est-ce que je mets derrière ces mots? Est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce que dans ma famille, il y avait déjà des gens qui étaient entrepreneurs? Et est-ce que j'ai déjà une vision de ce qu'est ce métier? Parce que pour moi, c'est un métier. Ou est-ce que dans mon passé, je n'ai pas vraiment d'expérience concrète et je me projette et je pose ce que je crois et que je vais aller le confronter à la réalité. Donc tout ça, c'est finalement assez facile et en même temps difficile quand on y met le doigt. Peut-être que la première note est un peu compliquée, puis après, ça vient tout seul au fur et à mesure des jours, on met des choses. Alors, ces fiches de renseignement, elles sont très personnelles. Je vois que Patrick me pose la question. Elles sont très personnelles parce qu'elles vont s'adapter à chacun de vos cas. Elles sont très particulières à ce que vous vivez concrètement chaque jour, à votre profil. Donc, c'est à vous de les mettre en place. Vous pouvez très bien mettre en place une fiche motivation. Qu'est-ce qui me motive à et qu'est-ce qui ferait que ces motivations soient freinées et quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux atteindre? Est-ce que je veux avoir un profil de chef d'entreprise serein, avoir mes week-ends pour les passer avec mes enfants, ma conjointe, mon conjoint? Ou est-ce que je veux avoir une entreprise qui, dans 5 ans, sera rentrée au CAC 40 et que je vais revendre plusieurs centaines de millions d'euros pour prendre ma retraite très jeune? Tout ça, c'est vous qui le posez et en fonction de ce que vous êtes et de ce que vous voulez y apporter. Voilà. Donc, je vous disais, le contexte familial est important. Il est important à prendre en compte sur différents aspects et il y a aussi des choses à poser au niveau juridique et impact financier sur un foyer. Quand on est un foyer avec une femme, des enfants, on regarde comment on est marié, pacsé et comment tout ce qui peut intervenir dans une création d'entreprise ou même dans la vie de tous les jours peut impacter. Donc, on s'intéresse plus particulièrement à ce qu'on nous vend de façon générale. Le mariage le plus commun, c'est celui en bien commun, c'est pas celui qui protège le plus, et donc on s'y intéresse pour savoir, eh bien, quels sont les risques qui risquent d'impacter ou le foyer ou l'entreprise. Je ne suis pas agence matrimoniale, mais vous verrez que en travaillant votre projet, c'est aussi un des aspects sur lesquels il faut beaucoup travailler. Et puis, il faut s'interroger sur ce qu'est un chef d'entreprise. Moi, je le vois tel qu'il vous apparaît là maintenant, un petit peu comme un couteau suisse. Des petits outils, des gros outils sur les aspects techniques, hein, parce qu'il faut quand même répondre à la demande de ses futurs clients. Mais après, toute une palette de petits outils avec des connaissances minimum et suffisantes pour pouvoir répondre à toute chose qui vont, tout impact qui peut venir dans l'entreprise. Alors, il y a des choses récurrentes comme l'aspect commercial. On peut être un bon coiffeur, un bon dentiste, mais il va falloir trouver une clientèle et générer du chiffre d'affaires. On va être amené à s'intéresser aux aspects financiers et à les comprendre pour savoir et pour comprendre où on va et comment on doit s'adapter pour ou améliorer ou induire des changements dans sa gestion financière. Les aspects informatiques vont être de plus en plus nécessaires dans notre vie. Hein. On voit que beaucoup de choses se dématérialisent et que finalement, certains outils informatiques nous aident beaucoup. Les aspects juridiques sont incontournables. En France, nul n'est censé ignorer la loi, mais personne ne la connaît dans son entier. Donc, il y a certains aspects qu'il va falloir au moins envisager, apprendre un minimum de vocabulaire d'expert pour comprendre un petit peu où on se situe. Vous allez voir tout de suite après sur la slide que le droit, ça commence avec connaître la nature de l'activité que l'on envisage, son type, pour au moins aller s'informer sur la réglementation, les normes qui sont liées à ces activités. Donc, vous avez grosso modo 4 grands types d'activités en France. Activité artisanale, donc c'est de la fabrication en série limitée ou des services
avec un savoir-faire obligatoire, des diplômes obligatoires, probablement d'autres formations. Hein, si on pense aux traiteurs, ben, il y aura une formation hygiène et sécurité qui sont liées. Vous avez tout ce qui est agriculture. Donc l'agriculture, ben, c'est la terre, c'est la production, ce sont les vergers, c'est aussi l'élevage qui va bien, de la moule en passant par l'escargot jusque ben, aux bovins et aux porcins et aux vins traditionnels. C'est tout aussi il n'y a option. Alors ça va venir. Saisie comptable et secrétariat, Est-ce que ça a coupé? Ça a coupé. Ah, alors on va attendre une minute. Le son, plus d'images, des connexions. Ça coupe. Ça a coupé. Ça a beaucoup coupé pour beaucoup d'entre vous. Je ne sais pas pour ceux qui continuent à me voir. On relance. C'est mieux. Ça a coupé agricole. Ça a coupé agricole, donc c'est bien. On n'a pas loupé grand-chose. Donc les activités de commerce, j'achète et je vends un bien ou un service sans le transformer. Je peux bien sûr modifier son conditionnement, mais en aucune façon je ne transforme le produit ou le service. Et je fais une marge bien sûr. Libéral, réglementé, non réglementé. Alors là, c'est là où il y a un petit peu plus... Est-ce que l'image est revenue pour tout le monde? Est-ce que le son est revenu pour tout le monde? Le mec a écrit « On a perdu Madame Vie dans une spatio-temporelle ». Est-ce que vous entendez actuellement? Ah, on a des oui qui reviennent. Oui, donc apparemment, ça revient. Donc, si vous êtes d'accord, je vais reprendre au niveau libéral. Commerce, j'achète, je vends, je ne transforme pas. Et au niveau libéral, donc c'est là où peut-être peuvent se poser quelques interrogations. Une profession libérale est une prestation intellectuelle. Donc il y a les réglementés que vous connaissez bien, qui représentent environ 20% des professions libérales, qui sont les professions médicales à ordre, les professions liées au droit, même les officiers publics de type notaire, huissier, qui vont être les professions autour du bâtiment de type géomètre expert ou architecte. Et donc celles-là, elles ont une justice qui leur est propre puisqu'elles sont gérées par un ordre. Et puis 80% des professions libérales sont non réglementées. Elles font appel à une prestation intellectuelle de type formation, donc tous les formateurs, les consultants, tout ce qui va être interprète, traducteur, journaliste, tout ce qui va être coach, coach de vie, coach sportif, tout ce qui va être médecine douce, tout ce qui va être voyant, tarologue, etc., etc. Et donc là, on est dans la non réglementée. Voilà. Et c'est au niveau de l'URSSAF que vous pourrez trouver éventuellement de la réglementation de la norme. Attends, parce que il y a beaucoup de personnes qui n'entendent plus rien et qui ne voient plus rien, c'est ça? Parce que beaucoup de gens ont dit qu'ils ne voyaient plus rien. Et est-ce que certains ont pu entendre ce que disait Gessaline sur les différentes natures d'activités? Ouais, ça dépend, moi, je pense. D'accord. Okay, donc, il y en a qui... on en a perdu quelques-uns. Ils auront l'occasion peut-être de me poser des questions après. Et vous aurez le support. Et vous aurez le support. Et puis, vous pourrez nous contacter. Vous pouvez tenter de rafraîchir la page également. J'ai vu quelques personnes l'avaient fait et que ça avait fonctionné. Voilà. Donc, bien connaître la nature de votre activité va vous permettre de connaître la réglementation qui la régit. Hein. On est à la fois à la fin de l'idéation de projet et on commence à s'intéresser à la façon dont on va pouvoir le mener au bout. Normalement, elle dure entre 30 et 45 minutes. Donc, lorsqu'on en est arrivé là, on commence l'étude de l'environnement
du projet et de son inscription dans un lieu, éventuellement dans un espace. Donc, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'étude de marché. Un marché, ben, vous en avez tous un dans votre quartier. Vous en connaissez tous un. C'est un endroit où l'offre rencontre la demande. Et c'est donc un endroit où on va trouver à la fois des clients, alors, à ceux qui nous entendent encore, je demande, est-ce qu'on patiente 1 ou 2 minutes pour que les autres puissent nous rattraper? Oui. Nous avons interrompu de façon à permettre de relancer. Et est-ce que tout le monde nous rejoint là en ce moment? Ok, c'est ok. Yes. Merci. Alors, on a eu un problème de Wi-Fi. Mais normalement, c'est revenu. Quelqu'un conseillait de se mettre en filière et pas en Wi-Fi. Non, filière. Ah, c'est ça. Ouais. Le son est revenu, d'accord. Bonjour l'Angleterre. Bonjour le 74. Vu que vous toujours rien, je pense qu'ils t'entendent pas. On ne sait jamais. Le 56, le 22. Ah, la Bretagne n'est pas avec nous. On peut mettre un petit message juste pour la... Ah oui, non, nous, c'est bon de notre côté. Hein. Le 21 et le 07 sont reconnectés, le 92 aussi. Ah, les Bordelais aussi sont là. Ok. Dire, je ne sais pas comment leur dire, mais ça peut vous rassurer, pour l'instant, on n'est pas en train de continuer. Parce qu'en fait, tous ceux qui disent j'ai rien, ils pensent... Tu peux écrire. Alors. Oui. Je crois que le mec, il en fait, ça ne fonctionne pas. Chez nous? Non, rien, oui, mais oui, c'est passé là, mais ils disent rien après actualisation. D'accord. Alors, on va continuer. Et puis, de toute manière, toute personne qui n'aura pas pu suivre jusqu'au bout pourra nous contacter après. Hein. Nous sommes à votre disposition. Donc, je disais, je vais l'écrire. Le marché, voilà, ma jeune collègue Adèle, Bonjour. Qui va écrire pendant que je continue à vous parler. Donc, le marché, c'est un endroit où l'offre rencontre la demande. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va aller s'informer sur sa future clientèle, ou en tout cas sur les clients potentiels, sur les fournisseurs, les concurrents. Donc, souvent, c'est la première chose que l'on fait. Et puis, sur l'environnement, les partenaires plus globalement. Une chose à faire de toute façon, c'est d'aller voir la mairie, d'indiquer qu'on va ouvrir, éventuellement si on a un commerce, de demander s'il va y avoir des travaux dans la rue où on va ouvrir, parce que c'est toujours un peu idiot de se retrouver avec un trou devant le seuil 3 semaines après l'ouverture. Donc en général, on fait des listes extrêmement précises, qui, où, quoi,
quand, comment et à quel prix. Et ça nous permet déjà d'avoir une bonne idée de ce qui se pratique sur le marché et ça nous permet en même temps de bien connaître les différents acteurs. Voilà. Hop, je ne sais plus où est-ce qu'on est. On était où, toi? En plus bas. Voilà. Toutes les informations qu'on a eues vont nous permettre de dégager un positionnement. Le positionnement, c'est ce petit poisson orange dans la nuée de poissons noirs. C'est celui que on doit être pour être visible des clients et générer du chiffre d'affaires. Et ça, pour ce faire, on va utiliser un outil également relativement connu qui est le marketing mix, c'est-à-dire on va déterminer notre cible clientèle, on va poser nos différenciations à travers le positionnement, on va déterminer la façon dont on va distribuer nos produits ou nos services et on va mettre en place des plans d'action commerciaux pour aller au bout de cette stratégie et donc générer le chiffre d'affaires qui va nous permettre éventuellement de gagner notre vie et de vérifier que le projet est rentable. Et donc, à ce moment-là, on passe sur les aspects financiers. Oui. Et les aspects financiers, eh bien, c'est envisager toutes les recettes et toutes les dépenses. Alors, on va souvent penser aux dépenses d'exploitation, on va aussi souvent penser aux charges fixes, loyer ou électricité si on a besoin d'un local. Mais il y a des dépenses, des calculs et des notions qui sont quand même à étudier et à essayer de comprendre un petit peu en amont du lancement du projet. Donc, à quoi vont servir ces notions de rentabilité, de trésorerie, etc. À quoi peuvent servir les tableaux de fin d'année? Bien, à comprendre où on en est par rapport à son financièrement par rapport à son entreprise. Vous avez deux tableaux répandus, puisqu'en France, on est en double comptabilité, le compte de résultat et le bilan. Le compte de résultat va être une représentation de tous les flux financiers qui vont intervenir sur une période donnée dans l'entreprise. Ça n'est que ça, un compte de résultat. Ce sont toutes les entrées d'argent et toutes les sorties d'argent, ou presque. C'est un petit peu plus compliqué, mais pour faire simple, c'est ça. Le bilan, lui, c'est une image du patrimoine de l'entreprise à un instant T. Il n'est valable qu'à cet instant T, c'est une photographie. Comme vous le voyez sur la slide, il y a une usine, il y a des véhicules, donc dans l'usine, on imagine qu'il y a des machines-outils, etc., etc. Et ce bilan n'était pas valable hier et il ne sera pas valable demain parce qu'entre-temps, vous avez pu acheter une machine ou vendre un véhicule ou faire un investissement quelconque. Il y a, pour vous aider, quelques questions que vous pouvez vous poser. Donc, je vous les ai mises pour réfléchir, mais dans un second temps, éventuellement au statut juridique. Je vous ai dit, c'est pas la question à se poser quand on est dans l'idéation et quand on n'a pas posé au moins un business model. Donc, ces questions… Ok. Alors, ces questions… mais je vais vous répondre tout de suite. Ophélia demande si j'ai des modèles de ces tableaux. Bien évidemment, on a des modèles de ces tableaux. Vous en trouvez très facilement sur Internet. On peut vous en partager. Ce qui est intéressant pour vous de savoir, dans un premier temps, c'est à quoi ils servent plutôt. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, vous pouvez rentrer dedans chez nous, chez les partenaires. Vous aurez des ateliers qui vous permettront de bien les comprendre et d'en maîtriser un minimum à leur sujet. Mais en fonction du statut juridique, vous ne serez pas tous obligés de faire réaliser ces tableaux par un expert comptable. Certains d'entre vous n'auront qu'un livre des recettes dépenses à tenir et une trésorerie à suivre.
Et c'est surtout ça qui est important, hein, c'est d'apprendre à savoir où est-ce qu'on en est financièrement. Donc, je vous disais, il y a des questions à se poser pour envisager les statuts juridiques qui vont impacter ces aspects financiers, en tout cas au niveau du plan de financement et du compte de résultat. Certains statuts juridiques vous coûteront peu cher en cotisation sociale et donc vous permettront ou vous ouvriront certains statuts juridiques et certains régimes. D'autres vous coûteront plus cher socialement et fiscalement et donc vous interdiront certaines formes juridiques. Donc les deux se choisissent toujours ensemble, c'est pas la peine de se mettre martel en tête trop à l'avance. Par contre, vous pouvez poser des questions simples comme quels moyens financiers je mets dans mon activité ou je vais mettre dans mon activité. Quelles sont mes perspectives de développement? C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Est-ce que moi, je veux travailler 5 jours par semaine, faire mes 6-7 clients par jour pour une profession libérale ou est-ce que je veux être au CAC 40 dans 4-5 ans? Et vous n'allez pas envisager les choses de la même façon. Quelle protection pour votre famille et pour vous? Est-ce que vous êtes seul à porter ce projet ou est-ce que vous êtes plusieurs? Et auquel cas, quelle est la participation et la part que chacun veut prendre dans ce projet? Quelle est votre situation personnelle? On en a parlé au tout début. On a même parlé du mariage en bien commun. On m'a demandé si j'étais agence matrimoniale. En effet, ce sont des questions et ce sont des réponses que vous apporterez qui auront un impact sur après le choix du statut juridique. Quelles sont les contraintes liées à ma clientèle? Quand vous allez faire votre étude d'environnement et votre étude de client et que vous allez choisir vos cibles clients, vous allez voir que les clients, il y en a une multitude et qu'ils ne se comportent pas tous de la même façon. Et certains refusent de travailler avec certaines formes juridiques, en particulier en B2B. Donc là, il va falloir être extrêmement vigilant pour ne pas se tromper dès le départ. La réglementation, nous en avons parlé tout à l'heure en déterminant quelle était votre activité ou quel pouvait être votre secteur d'activité à affiner après. Est-ce que le statut qui vous conviendrait le mieux est possible ou pas en fonction de cette réglementation? Comment vous allez payer vos impôts? Est-ce que vous aurez le choix? Est-ce que vous n'aurez pas le choix? Toutes ces questions, vous les posez quelque part et au fur et à mesure où vous apprenez votre métier ou votre futur métier de chef d'entreprise, eh bien vous y apportez différentes options, différentes solutions entre lesquelles vous devrez faire un choix tout à la fin. Voilà, c'est une solution de fonctionnement. Alors, hop, une notion par contre qui est extrêmement importante en ce qui concerne le droit et sur laquelle vous allez devoir vous pencher, il me semble, c'est la notion de personne en droit. On vous en parle peu, voire pas du tout, voire jamais. Pourtant, c'est elle qui va vous permettre de gérer sans vous tromper votre future entreprise. Vous avez en droit français deux types de personnes. Vous avez la personne physique. C'est assez simple, c'est vous, c'est moi, c'est ma voisine Adèle, c'est mon voisin Jean-Michel. C'est Marilyn, c'est Ophélia qui sont en train de m'envoyer des petits messages. Et donc, c'est une notion assez simple à comprendre. Ensuite, il y a la notion de personne morale qui sont des formes juridiques qui, pour l'État français, le droit, la justice, ont la même forme, les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous, personnes physiques, mais que nous ne voyons pas. Et souvent, le fait de ne pas les voir nous laisse penser qu'on peut faire tout et n'importe quoi quand on gère ces personnes morales. Or, c'est là qu'on commence à avoir de gros soucis. Donc, je pense à tous ceux en particulier qui ont une idée de création d'entreprise sous une forme de société unipersonnelle. Donc, les entreprises individuelles à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée et les SASU sont dans ce cas-là. Il faudra être extrêmement vigilant. Donc, comme vous le voyez en bas, sur la partie basse de la slide,
À gauche, vous avez les entreprises individuelles qui sont des entreprises physiques et qui sont confondues avec le chef d'entreprise. Et pour celles-là, il n'y a pas de problème, elles sont très souples. Le chef d'entreprise et l'entreprise étant confondus, il n'y a aucun souci, en tout cas au niveau du droit. Maintenant, si vous faites des dettes, il y aura probablement des soucis. En ce qui concerne le droit, la personne morale est très distincte de son dirigeant, de ses gérants, et là, il va falloir être extrêmement vigilant. Je vous en parle aujourd'hui, c'est une notion, si vous devez retenir une chose aujourd'hui de cette présentation, c'est peut-être cette notion, y revenir régulièrement, apprendre à la connaître et à la maîtriser. Voilà. Alors, ce choix de statut juridique va induire des options sociales et fiscales. On va passer rapidement dessus parce que ça pourrait faire l'objet d'entretiens de plusieurs heures ou de présentations de plusieurs heures. Ce que vous devez peut-être retenir aujourd'hui, c'est que vous avez deux grands régimes sociaux en fonction du choix juridique que vous ferez. Soit vous serez travailleur non salarié, soit vous serez assimilé salarié. Attention, on relève aussi d'une terminologie juridique. Assimilé salarié ne veut pas dire salarié. Ophélia, merci pour l'oignon. Travailleurs non salariés, donc vous avez des cotisations sociales qui sont souvent calculées sur votre chiffre d'affaires ou sur votre résultat net en fin d'année. Assimilés salariés, on va vous faire un bulletin de salaire chaque mois et vous paierez des cotisations sociales quasiment à équivalent d'un salarié chaque trimestre. C'est souvent un comptable qui vous fera les fiches de salaire. Sachez que ça coûte entre 12 et 25 € sur le marché par fiche de salaire. Vous aurez environ le même montant de charge qu'un salarié, sauf tout ce qui va être ACDIC, UNEDIC, puisque vous ne pourrez pas prétendre à des indemnités Pôle emploi à l'issue de ce type de contrat assimilé salarié. Ensuite, vous avez aussi à réfléchir aux options fiscales. Vous avez des statuts qui vont vous permettre de choisir, d'autres qui ne vous le permettront pas. Vous serez ou à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, mais certains statuts juridiques vous permettront de choisir ou entre l'impôt sur le revenu, ça vous le connaissez bien, vous savez, encore que ça se modifie en ce moment, vous faites une déclaration en fin d'année et c'est le revenu qui va être imposé. Ou l'impôt sur les sociétés qui ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. C'est une déclaration normalement qui passe par l'expert comptable, que l'expert comptable fait, et avec des tranches qui sont différentes que celles de l'impôt sur le revenu. C'est peut-être lorsqu'on commence à un petit peu maîtriser les aspects financiers de l'entreprise, le moyen de faire un petit peu d'optimisation fiscale, savoir jouer entre cet impôt sur les revenus et cet impôt sur les sociétés, c'est aussi, et certains d'entre vous vont faire des grands yeux, le moyen de s'amuser aussi, un petit peu. J'étais comme vous, hein, j'ai un jour appris ce qu'étaient des tableaux de fin d'année, des liasses fiscales et sociales, j'ai trouvé ça assez rébarbatif, et puis au fur et à mesure, j'ai compris que quelque part, on pouvait trouver certaines choses amusantes dans ces aspects. Donc, à vous de jouer, informez-vous, formez-vous. Il ne s'agit pas de devenir expert comptable, il s'agit d'avoir du bon sens et il s'agit d'avoir un minimum de connaissances et puis éventuellement de ne pas rester seul, de se faire accompagner. Voilà. Se faire aider. Tout est là. Le chef d'entreprise en France ou le futur chef d'entreprise, la grande maladie, c'est d'être seul. D'être seul quand il n'a pas les moyens de payer et même quand il les a. La solitude est la grande compagnie du chef d'entreprise. Donc, faites-vous aider. Aujourd'hui, il existe beaucoup de structures qui peuvent vous accompagner sur tout ou partie de ce cheminement que vous êtes en train de faire. Se faire aider. Vous avez plusieurs possibilités en fonction de l'étape où vous en êtes. Donc, dans la construction du business plan, eh bien, on part de l'idéation.
Et ça sert à beaucoup de choses. Ça sert d'abord à être capable d'avoir un retour sur le projet et de prendre du recul soi-même. Prendre du recul, avoir un retour, ça ne veut pas dire avoir une critique négative. Ça veut dire éventuellement confronter ses idées à son environnement, confronter ses idées et les présenter à un expert, et puis avoir des pistes de travail auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça veut dire aussi que peuvent se présenter des opportunités à saisir. Ça veut dire aussi être attentif aux menaces. Ça veut dire faire la connaissance des acteurs de l'environnement de la future entreprise. Et donc, les avoir rencontrés au préalable, c'est avoir des entrées. Ça veut dire aussi calculer sa future rémunération à l'avance, s'être assuré que nos besoins seront couverts, que les charges seront couvertes. Ça veut dire qu'on planifie le financement de son projet. On peut avoir un projet qui aura au départ un coût de 500 € ou de 100 €, mais on peut avoir des projets qui ont besoin de 200 000, 500 000 €. Ça veut dire donc être capable de mobiliser les aides et les partenaires qui vont apporter ces flux financiers, surtout si on les détient pas au départ. Souvent, les personnes pensent qu'elles ont un projet qui est trop grand, qu'elles ont une idée qui est peut-être géniale ou pas, peu importe, mais qui est immense pour elles, et c'est là qu'elles ont besoin d'être accompagnées et d'avoir des partenaires qui leur disent bon, écoute, ton idée est géniale, t'occupe pas de l'argent maintenant, travaille ton idée, l'argent on s'en occupera au moment opportun, et si ton idée est si géniale, de l'argent on en trouve, ça c'est pas un problème. Mais il faut montrer et présenter les choses de façon adéquate. Alors, se faire accompagner, c'est trouver le bon partenaire, il y en a beaucoup. Donc moi, je vais vous parler de nous et de la façon dont on travaille, et puis je pense que Jean-Michel va vous parler sur les aspects financiers de l'ADI et de la façon dont il travaille. Nous travaillons ensemble, hein, nous accompagnons les projets, l'ADI les finances. Nous, Positive Planète, nous sommes une des 5 entités créées par Jacques Attali entre 1999 et 2005. Donc, Positive Planète Paris fait partie de Positive Planète France. C'est une ONG et notre mission est d'accompagner tous les porteurs de projets. Alors, vous voyez écrit « Entreprendre en banlieue » parce que Jacques Attali nous impose une chose et une seule chose, c'est d'être installé là où personne d'autre n'est installé, où tous les autres refusent d'aller, c'est-à-dire dans les quartiers prioritaires, dans les banlieues et dans les zones dévitalisées. Ensuite, nous accompagnons tout type de projet, peu importe votre adresse, hein, c'est pas un problème. Nous travaillons avec bienveillance et professionnalisme. Que veulent dire ces deux mots? Bienveillance, ça veut dire que nous n'avons pas d'avis ou d'opinion sur votre projet quand vous allez nous le présenter. Souvent, vous êtes confronté à des gens qui vont vous dire « Ah, génial, super, fonce !» ou sans rien en savoir. Ou à des gens qui vont vous dire « Tu vas te lancer dans la création d'entreprise ? T'es sûr ?» Voilà. Non, on n'est pas Dieu, on n'est pas des voyantes, on n'est pas clairvoyants. C'est vous qui portez votre projet et c'est à vous de dire, au moment où vous serez prêt, eh bien, je vais jusqu'au bout ou pour l'instant, en l'état actuel des choses, eh bien, je le mets en suspens et je le reprendrai après. Professionnalisme, ça veut dire qu'on vous donnera aucun conseil. Qu'est-ce que c'est qu'un conseil? Un conseil, c'est je vous conseille d'aller manger chez Maxime ce soir. D'accord? Mais à quel moment je dis que je viens avec mon chéquier et que je paye l'addition? C'est ça un conseiller. C'est celui qui vous dit ce que vous devez faire, mais qui ne prend aucun engagement vis-à-vis des conséquences du choix qu'on vous aura invité à faire. Parce que c'est vous qui devrez assumer ce choix. Donc, nous ne donnons pas de conseils. Nous vous formons, nous vous informons, nous vous guidons, nous vous orientons. Nous le faisons de façon individuelle, avec des entretiens qui se font à votre demande. On vous suit en fonction de votre projet à vous et de la façon dont vous allez avancer.
Il y a chez nous aussi la possibilité d'assister à des ateliers sur tous ces domaines qu'on vient de voir, tout ce qui va être enveloppe juridique, protection sociale du dirigeant, communication digitale, on parlait de l'informatique, tout ce qui va être aussi protection intellectuelle, tout ce qui va être aspect financier, tous ces aspects qui, si vous n'êtes pas du domaine ou si vous n'avez pas eu une petite formation dans le domaine, font parfois un petit peu peur. Il y a un espace de coworking qui est dédié chez nous ici à Paris, mais dans d'autres permanences et antennes en France ou agences. Vous avez des salles de réunion, des salles de formation qui peuvent être mises à votre disposition. Vous avez aussi un club des positiveurs. Un positiveur, c'est un chef d'entreprise qui a été accompagné et qui a immatriculé avec nous. Et donc, qui n'est pas livré à lui-même après la création d'entreprise. Donc, ils ont toujours, et si c'est votre cas, vous aurez toujours des formations, des ateliers, des événements de networking et la possibilité de continuer à faire du réseau professionnel. Il y a la possibilité aussi d'un mentorat, c'est-à-dire d'être pendant un petit peu plus parfois en fonction des besoins d'un chef d'entreprise aguerri et donc de continuer à bénéficier de cette prise de recul dont je parlais tout à l'heure et de cette possibilité d'être attentif aux menaces, d'être en saisie d'opportunités et de se faire plus de réseau. Tout l'ensemble des prestations qui sont proposées par Positive Planète sont entièrement gratuites. Il vous suffit simplement de nous appeler ou de vous inscrire sur notre plateforme Eventbrite à un de nos événements et puis vous serez ensuite accueillis. Voilà, c'est gratuit. Bien évidemment, nous avons beaucoup de partenaires financiers. Je vous parlais de l'ADI qui va se présenter là maintenant. Et on vous aide aussi sur la recherche de financement et on vous aide sur les formalités d'immatriculation. Ça paraît aussi être une évidence. Voilà. Hop. Vous avez ici mes coordonnées, mais de toute manière, vous pourrez vous mettre en relation avec Jean-Michel pour les avoir. Et puis, je pense que Jean-Michel va vous faire une présentation de l'ADI. Hop. Alors, rebonjour. Alors, tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le problème technique. C'est pas du fait c'est pas de notre fait. Et puis bon, on est à l'ADI là en ce moment, donc c'est probablement un technique qui vient de chez nous. Donc, toutes nos excuses. Alors effectivement, il y a eu pas mal de questions qui ont été posées. C'est ce que vous allez recevoir le support, la vidéo. Bien évidemment, je vais vous l'envoyer. Vous aurez dans le mail mes coordonnées qui vous permettra ensuite de reprendre contact avec moi directement. Donc pour ceux qui n'auraient pas l'occasion de suivre ou qui ont des questions en suspens, vous pourrez bien évidemment me poser toutes vos questions. Alors, l'ADI, voilà, c'est 30 ans d'expérience. Nous sommes une association loi 1901 avec une trentaine d'années d'expérience. Plus de 140 000 entreprises qui ont été accompagnées et financées. Alors, on a une présence sur tout le territoire national, également dans les départements d'outre-mer et les communautés d'outre-mer. Donc, nous sommes présents dans les Antilles, présents à La Réunion, Mayotte, présents également en Polynésie et Nouvelle-Calédonie. Voilà, et donc nous sommes plutôt spécialisés dans l'accompagnement et le financement des petites entreprises. Alors, petites entreprises, la notion, ce n'est pas une notion de statut juridique, parce qu'on accompagne tous les statuts, entreprises individuelles, micro, SASU, SARL, EURL, EIRL également, les associations aussi. C'est plutôt une question de taille de plan d'investissement. C'est-à-dire que le plan d'investissement initial, hors apport en nature, ne doit pas excéder 20 000 euros. Voilà, et c'est une solution globale pour toutes les petites entreprises, donc avec du conseil, de l'accompagnement, un financement, des solutions d'assurance, bien sûr tout ça au réussite de votre activité. Voilà, on peut être joint par téléphone, donc c'est une plateforme téléphonique qui a accès à l'ensemble des agendas des collègues du réseau, ou sinon sur notre site web. Alors, si tu es d'accord, on va passer aux questions. Il y a des questions-réponses là qui sont en suspens. Alors, juste pour revenir, problème technique, vraiment, je suis désolé, on est en filaire. Moi, je suivais à côté sur mon téléphone en 4G, ça marchait. Je ne sais pas trop. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, donc toutes mes excuses. Voilà, c'est notre fait à l'ADI ce qui s'est passé.
Alors, je vais remonter un peu sur le chat. Alors, l'argent, du coup, l'argent, nous, elle a dit, on finance les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire dans le cadre de la création et développement de votre activité. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, mais toutes ces informations vous seront fournies. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je remettrai bien évidemment dans le mail les coordonnées de Positive Planet. Alors, nous sommes partout, enfin, l'ADI est présente partout, en province, dans le 33, à Toulouse, et chez Positive. Alors, Positive Planet est présente sur toute la partie nord et est. Ouverture prévue dans le sud-ouest incessamment sous peu, jusqu'en Normandie. Maintenant, si vous le souhaitez, l'accompagnement peut être réalisé de façon dématérialisée. Donc voilà, donc il n'y a pas de positif pour le moment dans le 33, mais ça va venir. Oui. Et en attendant, l'ADI est dans le 33 aussi, en province. Alors, combien ça coûte ces aides? Alors, j'ai cru comprendre, les aides, l'accompagnement est gratuit. L'accompagnement, tous les ateliers, tous les rendez-vous avec des experts qui se font chez nous, tout est entièrement gratuit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une ONG créée par Jacques Attali. Et l'avantage d'avoir un fondateur tel que lui, c'est d'obtenir des financements pour mettre à disposition des services gratuits entièrement. Alors Khadija, juste pour vous dire, vidéo et les slides, vous les aurez en PowerPoint. Alors, pourquoi vous parliez de gérant dans le cas d'une EIRL? Alors, en fait, la notion de personne morale, c'est ce que je vous ai dit. S'il y a une chose à laquelle vous devez être attentif, vraiment, si vous songez à ce type de statut, c'est que l'EIRL est une personne morale, puisqu'il y a la responsabilité limitée quelque part. Et en même temps, elle ne l'est pas. C'est un statut entre les deux. Il y en a très peu. Mais là, il va falloir peut-être rentrer plus avant pour savoir ce que vous pouvez faire ou pas faire. EURL, c'est le même fonctionnement. Vous n'êtes pas une entreprise, une personne physique dans ces cadres-là, et donc vous avez une vigilance certaine à avoir dans la gestion de l'entreprise, en particulier sur tous les aspects financiers. Mais on peut en reparler plus précisément quand vous en serez arrivé au statut juridique et au choix, et que ce sera une des options que vous déciderez, parce qu'on pourra le mettre en corrélation avec votre projet et vous expliquer de façon plus pertinente quels seront les dangers pour vous et ce à quoi vous devrez être vigilant. N'oubliez pas, quand vous posez vos questions, que vous êtes dans le cadre d'un projet particulier. C'est le vôtre. Et donc, tout doit être adapté en fonction de votre projet au niveau de nos réponses. Nous allons essayer ici de donner des réponses beaucoup plus générales. Moins 20 000 €, ça rentre dans vos clous. Christophe, voilà un futur bénéficiaire de l'ADI. Alors, il y a une question de Raphaël concernant l'entreprise individuelle micro et puis l'EIRL et la société URL en micro. En fait, depuis le 1er janvier 2018, il y a eu une déconnexion des seuils par rapport au régime juridique. C'est-à-dire qu'on peut être en SASU, on peut être en société URL, EURL et bénéficier du régime social de la micro-entreprise dans une limite de certains plafonds. C'est-à-dire qu'on sera en franchise en base de TVA jusqu'à, alors je vais arrondir les chiffres, 88 000 pour de l'achat-revente, du commerce et 35 000 à peu près pour la prestation de services artisanat. Voilà. Après, effectivement, si vous dépassez les plafonds, dans le cas de l'EURL ou de l'EIRL, vous basculez directement dans un système d'imposition à la TVA. Pour l'entreprise individuelle en micro, c'est un peu différent parce que en fonction, c'est soit 2 années, c'est toléré pendant 2 ans dans ce plafond de 88 000, après vous basculez, ou sinon, c'est lorsque vous atteignez le seuil de 91 000 pour l'achat-revente ou 35 000 et des poussières pour la prestation de vente artisanale, là vous êtes directement imposé à la TVA dès le premier euro, dès le premier jour de dépassement de ces seuils. Je ne sais pas si c'est très clair. Pardon. Simplement, dites-vous que ce soit entreprise individuelle ou une forme ARL, en fait, ça va faire partie des choix que vous aurez
au niveau des cotisations sociales et de la gestion de votre fiscalité. Ça fait partie des options. Avant, nous avions l'auto-entrepreneur qui est, entre guillemets, qui pouvait s'apparenter à un statut particulier. Cet auto-entrepreneur a disparu et on se retrouve avec 3 régimes au choix quand on choisit son statut juridique. Donc, le micro-entrepreneur n'est pas un statut juridique, c'est un régime social et fiscal, au même titre que le régime simplifié ou le régime normal. Mais entrez là-dedans tranquillement, sereinement, ne vous éparpillez pas. Ce qui est vraiment essentiel, hein, c'est une question de bon sens. Là maintenant, enfin, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à votre projet, c'est de vous assurer que vous ferez du chiffre d'affaires. Parce que c'est ça, finalement, le nœud de la question. C'est est-ce que l'entreprise va me faire vivre? Est-ce qu'elle va vivre? Est-ce qu'elle va survivre? Et est-ce qu'elle va me faire vivre? Et donc, est-ce qu'elle va générer suffisamment de chiffre d'affaires? Et qu'est-ce que je fais pour que ça arrive? Après, le reste, finalement, ça découle assez simplement. Restez sur du bon sens. Alors, Christophe, vous avez vu qu'il fallait au moins un garant financier pour les prêts à taux zéro. Alors, c'est pas exactement ça par rapport à l'ADI. À l'ADI, nous demandons effectivement à ce qu'il y ait une personne physique qui se porte caution à hauteur de 50% du microcrédit. C'est-à-dire que la personne ne va pas bloquer 50% de la somme. Il n'y a pas de… Voilà, cette somme n'est pas bloquée. C'est juste que, au cas où l'emprunteur connaîtrait des difficultés pour rembourser une ou plusieurs échéances, cette personne-là pourrait être sollicitée pour se substituer à sa place dans la limite de 50% du montant du microcrédit. Voilà. La question du prêt d'honneur, il faut savoir que les prêts d'honneur à l'ADI, en tout cas, ne se font jamais sans un microcrédit. Hein. C'est toujours en complément d'un microcrédit, même auprès d'autres organismes, hein, je pense à Initiative France, où souvent leurs prêts d'honneur viennent en complément d'un prêt bancaire pour ceux, bien sûr, qui ont accès au prêt bancaire. Donc, généralement, les prêts d'honneur ne viennent jamais seuls, hein, c'est vraiment très très rare. Alors, Jean-Baptiste, merci de votre compréhension, mais bon, désolé, vraiment, moi, ça m'embête, hein, et puis bon, on a des invités, on accueille des invités, donc voilà. C'est toujours désagréable quand il y a des soucis techniques, mais voilà, sachez que je ferai le nécessaire pour les prochaines webconférences à partir de demain pour que ça se passe autrement. Alors. Quel apport devons-nous avoir? C'est Françoise. Mais ça va dépendre de votre projet et de votre plan de financement initial et donc des besoins financiers. Et puis, ça va dépendre aussi de la façon dont vous allez gérer les financeurs auxquels vous allez vous adresser. Soit vous allez passer par du crédit bancaire, soit vous allez passer par du crédit bancaire et du crédit ou du prêt à taux zéro, soit vous allez passer par l'ADI. Mais l'apport est vraiment lié au projet tel que vous allez l'étudier et le poser. Les différences entre ADI et positif, vous êtes complémentaires, Khadija. C'est ça. C'est exactement ça. On travaille ensemble. Nous sommes complémentaires, exactement. Là où positive, hein, sur les prestations amont, notamment de construction du projet, nous, on va se retrouver plutôt sur la phase plus mature du projet avec ce qu'on appelle l'ingénierie financière, donc le financement et les assurances professionnelles. Et ensuite, la partie, je dirais, post avec la phase de lancement, consolidation et développement. Alors, Patrick Haute-Marne. Positif, vous êtes en Haute-Marne? Je ne suis pas très bonne en géographie. Hein. C'est où la Haute-Marne? C'est 51, je crois, la Haute-Marne. Hein. Il me semble qu'on a des choses pas très loin de chez vous, Patrick. Mais sur le site, vous allez pouvoir trouver toutes nos antennes avec leurs adresses. Et depuis vendredi, vous pouvez même nous géolocaliser. Alors, certaines ONG régionales peuvent se porter garant quand on n'en a pas de garant. Oui, il y a les fonds de garantie et puis il y a des organismes qui se portent garant, en effet. Si vous vous adressez à une banque, c'est la banque qui va faire la demande. Donc, c'est à vous là de bien jouer et d'obtenir ce fonds de garantie. Souvent, les banquiers, à un certain niveau de prêt, vont vous demander de vous porter caution solidaire.
c'est la chose à ne pas faire, hein, parce que ça veut dire que vous prenez à votre charge les dettes si l'entreprise n'arrive pas à les payer. Donc le mieux, c'est de voir avec le banquier pour qu'il fasse une demande de garantie auprès d'un fonds de garantie pour les femmes. Il y a FGIF, il y a le BPI et il y en a d'autres. Donc n'hésitez pas, informez-vous, renseignez-vous. Il y a moyen d'obtenir la garantie de prêt sans s'engager soi-même. Oui, pour les professions libérales non réglementées, vous avez en priorité l'URSSAF qui vous permet de faire vos démarches d'immatriculation. Alors, ça, c'est la généralité. Ce que j'ai découvert en arrivant à Paris, c'est que certaines professions libérales étaient immatriculées à la Chambre de commerce, d'autres à la Chambre de métier, et que l'ORIF-PL, qui est normalement l'organisme qui est chargé, qui est votre centre de formalité à vos professions libérales, donc l'ORIF-PL, Office régional d'information, de formation et de formalité pour les professions libérales, à Paris, s'occupait surtout des réglementés. Sauf que normalement, elle est censée aussi s'occuper de vous, vous permettre de vous former, etc., etc. Vous pouvez entrer en contact avec eux. Comme les ORIF-PL ne sont pas très nombreuses en France, que nous avons été très peu nombreux à travailler en leur sein, je fais partie de ces petites exceptions. Si toutefois vous avez des questions particulières attachées aux professionnels libéraux non réglementés, éventuellement, comme vous aurez mes coordonnées, vous pouvez entrer en contact avec nous. Voilà. Salutations à Jacques Attali. Écoutez, j'essaierai de transmettre quand je le croiserai. Je suis un petit peu comme tout individu lambda. Je le vois à peu près 1 ou 2 fois par an, au milieu d'un grand nombre d'autres personnes, hein, 100 ans. Je ne le vois pas en tête à tête. Christophe, est-ce qu'il y a des subventions sans remboursement pour débuter? Pardon, ben on connaît un petit problème technique, désolé, hein, ça c'est encore revenu. Donc il existe l'ARS, Christophe, j'ai répondu à votre question, pour les demandeurs d'emploi, il existe une aide qui s'appelle l'ARS, qui vous permet en fonction des indemnités qui vous restent de bénéficier de 50% du montant des indemnités à la création, et 6 mois après, si vous êtes toujours en activité, encore 50%. Là, moi, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi, de voir avec lui s'il y a un conseiller Pôle emploi référent création d'entreprise dans l'antenne dont vous dépendez. Il y en a toujours un minimum, et de discuter votre situation avec lui à ce moment-là, puis après de la taper à votre projet, puisque les choses peuvent varier d'un cas de figure à l'autre. Toujours est-il que celui qui va pouvoir vraiment vous répondre, c'est le conseiller Pôle emploi référent création d'entreprise. Alors, Chantal l'a dit dans les Deux-Sèvres, exactement, nous sommes partout, présents partout, hein, sur le territoire national. Alors, Flavien, peut-on avoir des activités avec un seul statut auto-entrepreneur? Oui, alors ça c'est… très bonne idée. Oui. Alors, oui, vous pouvez cumuler plusieurs activités en entreprise individuelle, quel que soit le régime, hein, micro-entrepreneur, donc l'auto-entrepreneur est maintenant une entreprise individuelle micro-entreprise ou autre. Il va vous falloir autant d'inscriptions que d'activités si ces activités ne sont pas dans les mêmes champs. Par exemple, si vous faites du commerce et si vous avez une activité liée à l'artisanat, il vous faudra une double immatriculation dans la plupart des cas. Alors, non, je n'ai pas dit qu'il fallait être basé en banlieue. J'ai dit que Jacques Attali nous avait fait obligation d'implanter toutes nos agences, nos antennes ou nos permanences dans les quartiers prioritaires, dans les banlieues ou dans les zones dévitalisées, c'est-à-dire là où personne d'autre
nez parce que c'est parfois inconfortable. Et puis, en fait, quand on y est, on se rend compte que c'est pas du tout inconfortable. Nous accueillons tout type de public et pas seulement ceux des banlieues. Et nous accompagnons tout type des projets. Par exemple, sur le 18e, nous avons 55% de porteurs de projets qui sont issus des quartiers prioritaires environnants, mais nous avons 45% de porteurs de projets qui viennent de Neuilly, qui viennent de l'île Saint-Louis, qui viennent d'Amiens, qui viennent de Chartres, alors qu'il y a des antennes dans le Nord et en Normandie, mais qui, par facilité ou parce que ça les arrange, viennent chez nous. Nous avons des tout petits projets, des projets à 500 €, comme je vous l'ai dit, et nous avons des projets à 500 000 ou 1 million d'euros. Là, cette année, l'année dernière, pour 2018, nous avons accompagné un peu plus de 200 porteurs de projets. Certains sont encore en cours d'accompagnement. Nous avons créé ou accompagné à la création une petite centaine d'entreprises et nous les avons aidés à lever 1,5 million d'euros, tout confondu, ADI compris, pour ces 100 créations d'entreprises. Voilà. Alors, faut-il faire une formation SPI pour être secrétaire indépendante en prestation de service? En service, non, parce qu'en plus, vous n'êtes pas dépendante de la Chambre des métiers et d'artisanat, mais plutôt de la Chambre de commerce pour cette activité. Khadija, qu'il faut être basé en banlieue, on ne sait pas encore. Oui, je pense que ça y est, ça s'est répondu. Peut-on passer statut micro à SASU? Oui. Oui. Par contre, voilà, ça nécessite de créer une personne morale qui est la SASU et que par conséquent, la micro, si je ne me trompe pas, il faut la. Ouais. Oui, peut. Merci Christophe. Mais par conséquent, voilà, la micro, il faut la stopper. Natacha, oui, alors est-ce qu'on a une antenne en Guyane? L'a dit, oui, nous avons une antenne en Guyane. Nous avons même 3 antennes ou 4 en Guyane. Alors, vous êtes en Guyane, positif? Positive Planète Internationale est sur les 5 continents, donc il y en a peut-être un pas loin de chez vous. Les 5 jours pour entreprendre sont-ils toujours obligatoires pour lancer une structure? Alors Christophe, c'est une bonne question. Alors, c'est obligatoire à la chambre de métier. La chambre de commerce et d'industrie tente à essayer de le rendre obligatoire pour le commerce. Si ça vous coûte rien, si vous pouvez faire financer le coût de ces 5 jours par Pôle emploi, puisque Pôle emploi peut le financer, faites-le. De toute manière, vous prendrez ce dont vous aurez besoin sur ces 5 jours. À la chambre de métier, les 5 jours sont utiles, ils vous apprennent plein de choses. Il y a toujours une information qu'on n'a pas et qu'on peut glaner. Alors Christophe, peut-être pour compléter cette information, à l'ADI, nous avons une certification professionnelle qui s'appelle Je deviens entrepreneur, qui est une certification professionnelle gratuite et qui du coup, d'au moins c'est 35 heures, donc c'est la durée à peu près des 5 jours pour entreprendre de la Chambre des métiers et qui vous permet donc aussi d'être exonéré du stage, du fameux SPI, un stage de préparation à l'installation. Voilà. Patrick, pourquoi ADI consulte la Banque de France avant les prêts? Parce qu'on est, si vous voulez, obligé de voir si les personnes, quelle est la situation d'endettement des personnes. C'est de notre responsabilité de nous assurer que le prêt que nous octroyons à quelqu'un, que cette personne, on la met pas en situation de difficulté, en surendettement par exemple. Et d'autre part, si jamais nous octroyons un prêt à quelqu'un qui a eu beaucoup d'incidents, des fichages FICP, donc pour les crédits à la personne, FCC pour les chèques, et qu'on prête sans avoir pris le minimum de précautions que cette personne ne rembourse pas, du coup, on peut être mis à défaut en disant qu'on n'a pas fait toute l'analyse nécessaire pour nous assurer que l'emprunteur était en capacité de nous rembourser. Alors, n'oubliez pas que l'ADI fait un travail extraordinaire, c'est-à-dire que bien souvent, c'est le dernier organisme auprès duquel on peut obtenir un minimum de fonds pour poser son projet. Et que quelqu'un qui ne rembourse pas, c'est quelqu'un d'autre qui n'aura pas un prêt derrière
donc, ou plusieurs autres. Donc ça, vraiment, il faut s'en rappeler, prendre un minimum de garantie à ce niveau-là. Ça me semble être essentiel. C'est une question d'humanité, de passer le relais à d'autres à un moment, de se dire, ben, grâce à l'ADI, je m'en suis sortie aujourd'hui, j'ai pu mettre mon projet en place. Et demain, il y aura une autre personne ou 10 autres personnes qui en auront besoin. Et si je rembourse pas aujourd'hui, ben, ces personnes, elles pourront pas avoir un prêt. Voilà. Donc, il faut songer que l'ADI, c'est d'abord et avant tout cet esprit, cette philosophie que Maria Novak a voulu, qu'elle a mise en place depuis 30 ans. Ça n'a pas été facile au début à faire comprendre, à faire entendre, et on est toujours sur ces mêmes principes et ces mêmes valeurs. Marilyn, une antenne en Guadeloupe. Alors, je crois qu'avec Positive International, peut-être. Il faut s'enseigner en Guadeloupe. Moi, en tout cas, s'il y en a une que vous souhaitez qu'on ouvre là-bas, je me porte volontaire pour venir. Et Marilyn, pour l'ADI, oui, nous avons une antenne en Guadeloupe. Jean-Baptiste, qu'en est-il vis-à-vis du versement libératoire avec l'impôt à la source? Alors, on ne sait pas encore à quelle sauce tout le monde va être mangé. On attend les décrets d'application et on attend de voir quelle forme ça va prendre. On est un petit peu tous dans la même situation. Alors aujourd'hui, peut-être s'il n'y a pas vraiment de changement, c'est-à-dire que vous payez le pourcentage en fonction de votre secteur d'activité sur votre chiffre d'affaires, et qu'ensuite, si vous voyez que votre chiffre d'affaires, il baisse, vous pouvez demander à ce que votre taux personnalisé soit modifié, donc les prélèvements soient modifiés. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, c'est une nouveauté, donc on ne sait pas trop. Là, on navigue un peu à vue, et dès qu'on aura des expériences, des cas, on ne manquera pas, nous, d'en informer nos clients, ou en tout cas toutes les personnes qui poseraient cette question. Alors, combien de temps pour obtenir un financement? Alors là, ça va dépendre de votre dossier financier, de votre projet et de la façon dont vous l'avez validé. Ça peut prendre une semaine à 15 jours, ça peut prendre 2 mois, 6 mois, 1 an. Puis ça dépend aussi des fonds dont vous avez besoin. On ne lève pas 1 million d'euros comme on lève 5 000 euros. Donc vraiment là, c'est au cas par cas et projet par projet. Voilà, dans l'EMIA, dans le cadre de l'ADI, pour obtenir un financement avec un dossier complet, c'est 10 jours ouvrés maximum, ou même plus rapidement, parce qu'il y a des possibilités de déléguer, ce qu'on appelle des délégations de décision en agence en fonction du dossier. Et donc, on va dire entre 7 à 10 jours ouvrés, vous pouvez avoir l'argent sur votre compte. Alors, pour la gratuité des prévisionnels, Positive Planète, vous faites votre prévisionnel complet, narratif et financier avec nous. Et on a, par exemple, un expert banquier à la retraite qui vient aussi vous faire des entraînements à la soutenance. Comme ça, quand vous vous présentez devant le financeur ou les financeurs, vous êtes fin prêt pour défendre votre projet et avoir un dossier solide. Alors, il est 15h42. On va prendre encore quelques questions pour s'arrêter à 45. Encore désolé, mais on ne pourra pas poursuivre davantage. On essaie de faire notre maximum suite aux petits problèmes techniques. Et merci d'ailleurs aux collègues de Positive qui sont encore là parmi nous. Pour l'ADI, merci pour l'info, et pour Positive Planète, on enverra tout ça, pas de souci. La question juste dessus, parce que je crois qu'elle l'a posée Vous plusieurs me fois. dire si des organismes peuvent faire gratuit. Oui, je viens juste de répondre à Magali. Bonjour Magali, j'espère que ça va la réponse. La formation. Non, mais ça peut répondre. Oui, la formation pour entreprendre, oui, aujourd'hui, le fameux stage de 5 jours, le SPI, ou stage de préparation à l'installation, est toujours obligatoire. Pour la Chambre des métiers. Sachant qu'il y a eu une annonce du ministre de l'économie qui souhaitait ne plus le rendre obligatoire, mais fortement conseillé. Bon, voilà, là, il faut, on n'a pas encore vu les textes, donc on est en attente de voir noir sur blanc. Alors, si vous recherchez toujours votre statut, je vois là Flavien, et si vous êtes toujours en questionnement sur votre statut, rapprochez-vous d'un opérateur d'accompagnement comme Positive Planète, de façon à étudier ça avec nous éventuellement. Et nous pouvons aussi mettre à votre disposition des rendez-vous avec des experts juridiques. C'est un partenaire qui s'appelle Groupama Protection Juridique,
qui vient bénévolement vous répondre précisément à vos questions en individuel. Alors, Claudia, cela veut dire que l'on doit choisir un statut si on décide de partir sur de la micro. Oui, parce que vous avez un statut juridique, la micro est un régime social et fiscal, donc dans ce cas-là, effectivement. En fait, c'est plutôt l'inverse. Comme souvent on confond le régime social et le statut juridique, en fait, vous choisissez un statut juridique qui va vous ouvrir des options, parmi lesquelles la micro-entreprise. Alors, franchise en base de TVA, franchise de TVA, de nous faire rembourser la TVA lors de nos achats. Alors, Et non. Non, oui, alors attendez. Avec la TVA et la micro-entreprise ou l'auto-entrepreneur, il faut être extrêmement vigilant. Il faut être vigilant pour déjà la planifier à long terme parce qu'à un moment ou à un autre, on peut dépasser le seuil et donc avoir à la gérer. Et à ce moment-là, oui, on sera remboursé de la TVA sur nos achats. Mais tant qu'on est en franchise de base, y a pas, on ne gère pas la TVA qui rentre et qui sort. Voilà, c'est une des simplifications qui étaient attachées au à l'auto-entrepreneur et qui reste dans la micro-entreprise sur la moitié du chiffre d'affaires de la première année. Alors bon, là il est 15h45, désolé, on va devoir s'arrêter. Attendez, il y a Sabrina qui nous dit rue Gambetta à Pointe-à-Pitre. Est-ce que c'est l'adresse où nous pouvons venir passer nos vacances? Il y a plein d'autres questions, je suis désolé, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Oui, on peut accompagner des handicapés pour répondre facilement à Françoise et on peut les accompagner dans le cadre de la GFI. Alors, Eric qui vient de nous rejoindre, la réponse est oui, on vous accompagne, enfin positive, je me permets de répondre, oui. positive vous accompagne dans le cadre de la création d'un commerce, donc vente de produits alimentaires. Voilà, donc désolé, on ne va pas pouvoir poursuivre, il y a encore plein de questions, je sais que ça va être compliqué de répondre à tout le monde. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous envoie le mail, la présentation, la petite vidéo. Et n'hésitez pas à me recontacter, vous aurez mes coordonnées, donc moi je pourrai vous répondre directement. Voilà. Si tu veux, je peux même t'envoyer le lien de notre Eventbrite, comme ça ils peuvent éventuellement, s'ils ont des questions vraiment sur un aspect ou un autre et que tout le reste est travaillé, venir sur un des ateliers. Ok, super, super. Donc voilà, donc il y aura d'autres ateliers qui sont prévus. Vraiment désolé pour ce qui s'est passé, problème technique, désolé de ne pas pouvoir rester plus longtemps. On est obligé de libérer la salle. En tout cas, je vous remercie énormément et je vous enverrai également les dates des prochaines webconférences, ainsi que vous pourrez vous connecter. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Merci, Gessaline. Merci. Je vous dis un au revoir à tous. J'espère que cette présentation rapide aura pu vous permettre de faire un petit tour d'horizon et puis de vous poser par rapport à votre projet. Et puis probablement à un de ces jours. Merci. Au revoir. Au revoir.